Bonjour et bienvenue chez Innovart Business, la multipotentialité au cœur de l'entrepreneuriat. Je suis Cécile et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration de l'univers fascinant de la multipotentialité dans le monde de l'entrepreneuriat. Que tu sois entrepreneur, freelance, créatif ou simplement curieux d'en savoir plus sur la manière d'intégrer avec succès tes multiples passions et talents dans ton activité professionnelle, tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons découvrir comment embrasser et canaliser notre multipotentialité pour enrichir nos vies personnelles et professionnelles. Alors, installe-toi confortablement et embarquons dans cette aventure inspirante. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovart Business. Aujourd'hui, je reçois Caroline et Vanessa, deux des 4 femmes fondatrices de l'association Boom Payette. Expliquez-moi un petit peu, dites-moi comment ça se prononce déjà. Boom Payette. On va rentrer directement dans le vif du sujet pour expliquer aux gens un petit peu ce que vous faites. Qui prend la parole pour expliquer la vocation de l'association? Je commence. Notre association, elle a pour but d'accompagner, les femmes, les familles dans leurs, difficultés autour de la parentalité. Voilà, tout ce qui est, parcours PMA, parcours, de grossesse difficile, tu peux m'aider, hein. Tout ce qui est deuil périnatal aussi, ça rentre dedans. Voilà, toutes ces familles qui rencontrent, voilà, des difficultés. Des difficultés. OK. Donc toutes les 2, vous êtes doula. Vanessa, on se connaît déjà, on a déjà fait un podcast, ensemble. Alors la prise de son était un peu moins bonne. On l'avait fait au Pink Spot à Évreux et il y avait un bruit derrière nous qui était quand même assez prenant. Donc, voilà, aujourd'hui, j'espère que le son va être meilleur. Donc, Vanessa et Caroline, vous êtes doula. Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de votre association, vous pouvez nous expliquer ce qu'est une doula? Alors, une doula, c'est une personne qui accompagne les femmes, les couples, dans les grandes étapes de la vie. Souvent la maternité, parce que la grosse étape de la vie d'une femme, c'est quand même la maternité qui bouleverse le plus. Mais on va accompagner de la puberté jusqu'à la ménopause, toutes les transitions où on a besoin d'écoute, de soutien, d'information. Et c'est un accompagnement qui est complémentaire de la prise en charge médicale. Donc nous, on n'intervient pas du tout sur le plan médical, mais on va être là sur l'émotionnel, l'information, le soutien physique et logistique. Donc c'est ça la différence avec, par rapport à l'accompagnement d'une sage-femme ou, d'un accompagnement médical? Tout à fait. Nous, on va être là en complément et on va vraiment apporter cet espace de parole, cet espace, de sécurité où on peut, venir déposer ses ressentis, où il y a pas de jugement, pas de tabou et où, les femmes, les couples peuvent aussi, laisser libre cours à leurs émotions, poser des questions parce que, dans les parcours, très médicalisés, on nous dit où aller, quand aller, mais on nous explique pas toujours tout ou en tout cas, on comprend pas toujours toutes les informations. Donc nous, on va être là aussi pour prendre le temps de réexpliquer tous ces protocoles que nous, on connaît, de par nos formations de doula et puis par, nos vécus aussi personnels, parfois. Bien sûr, et le corps médical malheureusement n'a pas le temps, souvent pour cette prise en charge, donc ils vont au plus vite, quitte à être, maladroits. C'est une profession qui est méconnue, doula. On en avait déjà parlé Vanessa, moi j'avais déjà entendu ce mot, il y a plus de 20 ans, mais c'était assez mal vu quand même, c'était assez, j'ai envie de dire un peu mystique, c'était presque de la sorcellerie, j'ai envie de dire, et on avait l'impression que c'était une femme qui allait, prendre le pouvoir sur votre grossesse. Donc c'est pas ça du tout. Mais d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce métier reste méconnu ou reste encore, pas assez, mis en avant ou accessible? Bah, je pense qu'il est méconnu, bah, déjà parce qu'on en parle pas assez déjà, mais il est plus que connu dans les pays étrangers. Donc je pense aux États-Unis, les pays du Nord, les doulas sont très courantes finalement. C'est vraiment en France où on a du mal à introduire la doula malheureusement et parce qu'on est encore confondu justement avec la sage-femme et comme tu disais, le côté mystique, le côté un peu perché de la doula. Alors oui, on est toutes différentes, on Oui, fait plein de complètement. couleurs. Et juste, le fait de, bah, de nous inviter dans des podcasts, Pas de ouais, moi aussi je bafouille très souvent, t'inquiète pas.
dans des podcasts ou voilà, pour justement parler de ce métier et le faire connaître, en fait et dire à quoi sert réellement une doula, comme l'a très bien expliqué, Vanessa. Vanessa et d'ailleurs, on a l'exemple, hein, c'est qu'au sein de l'association, quand tu es rentrée et quand on a parlé, de toi, beaucoup de femmes n'avaient même jamais entendu parler, hein, tu peux leur en témoigner, je crois, Mmh. Vanessa et je crois qu'il y a plusieurs personnes comme moi qui t'ont dit qu'elles auraient bien aimé avoir une doula dans leur vie. Moi, je dis une Vanessa dans ma vie, à ces moments qui sont difficiles et qu'effectivement, il faut, comme pour, un personnel soignant, chercher la bonne personne parce que vous avez peut-être pas, voilà, vous avez peut-être pas toutes exactement la même façon de faire, les mêmes méthodes. Il y a une question de feeling qui est hyper important et je pense que c'est pas parce que vous rencontrez une doula, qu'il faut s'arrêter, si la rencontre est merveilleuse, vous y allez, mais je pense qu'il faut peut-être pousser la Casting. porte, ouais, il faut faire un casting, faut en voir plusieurs pour avoir, la bonne personne qui vous accompagne quand même, pas que pendant 9 mois, hein. Non. On est là, alors expliquez-nous de quel moment vous êtes là et à quel moment vous partez? Si vous partez un jour. Alors, on peut être là tout le temps quand la femme, ou le couple en ressentent le besoin. Mais, dans le cadre de la grossesse, en fait, on va pouvoir accompagner dès, le préconceptionnel, c'est-à-dire dès qu'il y a un désir d'enfant, que, le désir d'enfant soit, entre guillemets «dans un contexte, simple», pas de problématique, de fertilité et cetera, ou qu'il y ait une problématique et c'est là où on développera tout à l'heure avec Bob Bayet. Jusqu'au postpartum. Le postpartum, c'est quoi? C'est la période qui suit la naissance du bébé et les premiers mois, voire années de vie. Il y a une sage-femme très connue qui s'appelle Anna Roa qui dit que le postpartum dure 3 ans. En fait, c'est très variable selon les femmes. C'est vraiment toute cette période de bouleversement, durant laquelle, la mère et aussi le père, parce que le père traverse le postpartum, durant laquelle, on n'est plus tout à fait la personne d'avant. On essaie de trouver ses marques dans cette nouvelle vie de famille, se redécouvrir en tant que personne. Ça fait bouger des lignes, la maternité. Donc nous, on est là à tous ces moments-là et en fait, comme tu le disais tout à l'heure, une doula n'en fait pas une autre. C'est quand même un métier qui est profondément basé sur la relation personnelle et sur la confiance qu'on peut tisser et du coup, Caroline sera une doula parfaite, pour telle personne, moi pour telle autre. Et souvent on invite les femmes, d'ailleurs, avant de lancer un non accompagnement à, échanger, à rencontrer avec plusieurs doulas pour, se sentir, bien et choisir celle avec laquelle elles sont, en confiance. D'ailleurs, on propose souvent ce qui s'appelle des rendez-vous découvertes qui sont gratuits. C'est un petit échange d'une demi heure où, voilà, on peut parler du besoin, expliquer nous comment on travaille et ensuite la femme, elle fait son choix. Ça permet de ressentir un petit peu la personne. Ce que je souligne dans ton intervention, c'est que, il y a pas que la femme qui est accompagnée, il y a l'homme aussi qui peut être accompagné et effectivement, l'homme, il est souvent, un peu mis à l'écart. Alors après, ça dépend des parcours, hein, bien évidemment, mais c'est quand même si l'homme a des problèmes de fertilité, c'est la femme qui va subir le plus, on est d'accord là-dessus. Je pense que l'accompagnement de l'homme, ça peut être intéressant. Est-ce que, vous avez accompagné des hommes jusqu'à présent ou pas? Est-ce qu'ils arrivent à se livrer un petit peu ou pas Mmh. par rapport à leur mal-être? Est-ce qu'ils arrivent à s'exprimer par rapport aux femmes? Alors moi, je me permets, c'est vrai que je suis une famille actuellement où, le couple est là à tous les rendez-vous. D'accord. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors moi, j'ai jamais eu de famille où il y avait que l'homme. Donc c'est soit la femme solo ou soit Oui, ou les 2 en même temps, mais et en fait, le monsieur est hyper impliqué. Enfin, il m'envoie même des messages. Enfin, c'est trop mignon. génial, donc Qu'il est trouve son espace de parole, il y arrive. OK, c'est ça qui m'intéressait de savoir parce qu'on sait que c'est en une femme va plus facilement aller se confier, un homme un peu plus et surtout quand il y a une histoire de parcours de PMA, ça peut être très compliqué pour un homme, on y reviendra peut-être après. La question que je vous ai pas posée et on va commencer par toi Caroline, c'est, pourquoi, comment, quand es-tu devenue doula? Quel est ton parcours? pourquoi je suis devenue doula? Bah, tout simplement, grâce ou à cause, un peu des 2 finalement, de mes maternités. Alors moi, j'ai eu un parcours PMA assez long, entre 5 et 6 ans. J'ai eu 3 inséminations, 4 filles. La quatrième a fonctionné. J'ai eu mon premier petit garçon, avec qui ça s'est très bien passé et ensuite j'ai eu un deuxième petit loulou avec, les embryons de cette dernière FIV en tout cas D'accord. et heu et j'ai fait une dépression postpartum, voilà
J'avais entendu parler des doulas déjà pour mon premier, mais comme c'était voilà, ça se passait très bien, j'en ai pas ressenti besoin, mais j'avais trouvé l'idée, hyper enfin géniale pour les mamans qui avaient, voilà, des difficultés en tout cas et donc j'ai fait, voilà, une thérapie, enfin, bah, je me suis fait suivre, j'ai pris conscience que j'avais un souci en tout cas et durant cette thérapie, cette introspection, ben, en fait, je me suis dit: «Bah, il faut que je change quelque chose et ça me convient plus ce que je vis». Voilà, j'avais un métier où j'étais là-bas depuis 7 ans, Alors, tu faisais quoi comme métier? j'étais dans l'hôtellerie D'accord. et en fait, du jour au lendemain, voilà, j'ai pris ma décision. Je dis: «Voilà, je démissionne». Alors, il y a eu un cheminement, bien sûr, le moment où j'allais démissionner et voilà, j'ai quand même pas tout plaqué du jour au lendemain. Oui, Je me laisse en tout cas, voilà, ouais. mais voilà, j'ai commencé à travailler dans un centre de périnatalité, donc Bien-être et devenir, qui m'a fait confiance alors que je partais de rien du tout D'accord. et donc ça, c'était fin 2003 et en début 2024, voilà, 2023. Du coup, fin 2023. Ouais. Ah oui. Oui, tu as dit 2003, donc effectivement, ça fait plus, non, non, tout est récent, ton compte assez rétro. Et entre-temps également, je me suis dit: «Bah, je me lance dans une formation pour, voilà, pour ce côté légitime vis-à-vis des familles, pour me lancer en tant que doula». Toujours cette légitimité, bon, Sondern de la autour d'un imposteur exactement. Donc en janvier 2024. Donc grâce enfin à cause de cette dépression, mais grâce à mon fils finalement, voilà, j'ai pris conscience de plein de choses et j'ai jamais autant été épanouie, même si c'est dur d'être auto-entrepreneur, bien sûr. c'est très rare, mais j'adore en fait. D'accord. Donc c'est ça qui t'a emmené avec un beau parcours et toi, Vanessa, tu peux nous redire, pourquoi tu es devenue doula? Alors moi, je suis maman depuis 14 ans. J'ai, pas eu de problème pour tomber enceinte. En revanche, j'ai vécu, 2 grossesses, difficiles. Hem, j'ai, vécu, 2 prééclampsies, donc avec, des enfants qui sont nés, très tôt et du coup, j'ai découvert la maternité, donc j'avais 25 ans avec mon premier qui est né à peine 7 mois de grossesse, donc dans un contexte qui est très particulier. Mais je me suis retrouvée un peu perdue dans cet univers de la parentalité. Je savais pas, vers qui me tourner, comment être accompagnée. Je ne connaissais pas les doulas et en fait, bien des années après, j'ai eu mon deuxième à peu près dans le même contexte. Je ne connaissais toujours pas les doulas et en fait, c'est après sa naissance à lui, que j'ai, comme je suis quelqu'un de curieux, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai essayé de comprendre. Puis entre-temps, j'avais aussi été bénévole, dans des associations, auprès de Prémep et SOS Préma, j'avais récolté des fonds pour la recherche, j'avais soutenu aussi des parents dans le cadre d'un groupe, de soutien, bénévole sur Facebook, donc j'avais fait pas mal de choses et en fait, j'ai découvert les doulas et surtout à cette période-là, j'avais très envie de réorienter ma vie professionnelle vers quelque chose qui pour moi avait plus de sens, plus de valeur et comme je suis aussi quelqu'un, de très engagé pour l'égalité, j'aime pas dire que je suis féministe, mais disons plutôt humaniste, j'aime, voilà, j'ai besoin de savoir que dans notre société, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, on a les mêmes chances et au final, je me suis intéressée à toutes ces questions du féminisme, de la place de la femme dans la société, au travail, dans le couple et en fait, ça m'a, logiquement amenée, tout doucement sur ce chemin de devenir doula et du coup, je suis rentrée en formation en même temps que Caroline puisqu'on a eu, le plaisir de s'y rencontrer et ensuite, bah, d'écrire, l'histoire ensemble, notamment avec, Payette. Voilà, la transition est parfaite pour la suite. Merci Vanessa. Donc effectivement, il y a une formation. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette, avant qu'on arrive sur votre association, nous parler de cette formation pour devenir doula? Oui, bah, c'est une formation donc qui dure, 9 mois. Donc Le temps d'une grossesse. exactement, bah, c'était un peu ça en fait, oui, quand elle l'a créé. Donc c'est Sandrine, Lebrun, que je dise pas de bêtises, qui a créé l'association. D'accord. Quelqu'un de hyper engagé aussi, vis-à-vis des femmes et cetera, donc voilà et donc on a un temps en présentiel, une fois par mois, entre 2 et 3 jours. Donc nous, on se retrouvait sur Paris et après on a aussi on appelle ça des vidéos et choses comme ça pour, étudier tout ce qui est autour de la femme, de la grossesse et cetera. Donc donc on D'accord. allait aussi à notre C'est ce rythme. qu'on appelle des e-learning en C'est fait, ça. hein, voilà, des modules effectivement de formation à distance. Exactement. OK. Comme ça nous permettait aussi de gérer notre temps et à la fin, on a comme un petit examen, donc oral, où on passe où on a une mise en situation, auprès d'une fausse maman, mais D'accord. donc en tant que doula et on a également un un projet à rendre,
en groupe ou en solo, peu importe, mais ce projet doit, pouvoir être également utilisé après, cette formation, en fait, qui va nous aider également, sur, le long de tout le long de voilà. Donc on arrive alors, est-ce que tu as autre chose à ajouter sur la formation, Vanessa, avant qu'on arrive à votre projet? Non, ça me semble assez clair, et du coup, c'est la formation envers les matrescences et ce que je pourrais rajouter, c'est par rapport à tes questions précédentes, la distinction entre une sage-femme et une doula. La grosse différence de la formation que nous, on a fait, c'est qu'elle propose, une sage-femme référente qui, sur chaque thématique, en fait, autour de la maternité, vient, nous former au moins une journée pour que, même si nous, on n'a pas une formation médicale, on comprenne les pathologies de la grossesse, on comprenne la physiologie de la grossesse, du postpartum, de la naissance et qu'on soit en capacité aussi de comprendre les protocoles médicaux, même si nous, on n'a pas pour vocation de faire Bien des sûr, médecine et c'est important puisqu'on est amené à travailler avec les sages-femmes. Donc ça, c'est aussi un point qui était hyper intéressant et hyper enrichissant dans notre pratique et qui nous permet aujourd'hui, même quand on rencontre des soignants, de parler la même langue, même si on a chacun notre place. ça peut être un beau travail d'équipe et justement les rencontres, je suis pas tout à fait dans l'ordre, mais ça je vous avais prévenu. Les rencontres avec les soignants, ça se passe bien ou pas? Comment vous êtes perçus? Parce que je vais dire un truc qui a rien à voir, mais parfois un médecin traitant a du mal à comprendre, qu'on aille voir un ostéo, par exemple. Alors comment vous êtes perçus par le personnel médical? Vos expériences à vous? Moi, ça va, j'avoue, j'ai de la chance. À chaque fois, j'ai ouvert les portes, on m'a très bien accueillie. Donc j'ai pas encore eu ce côté, un peu, genre les rencontres anti-doula, D'accord. pas travailler avec elle. Donc moi, c'est vrai que j'ai pas j'aurais pas ce retour en disant: Non, génial, trop bien, mais tant mieux, trop c'est génial. Toi, Vanessa, tu as eu Moi, malheureusement, j'ai une expérience qui est complètement inverse en la matière. Alors, il y a quelques soignants, avec lesquels je travaille, notamment dans le cadre d'autres assos, une sage-femme, une pédiatre, et cetera et qui sont très ouvertes et qui ont envie, qu'on travaille ensemble et qui comprennent à quel point la complémentarité, elle est importante pour le bien-être et pour un meilleur accompagnement des femmes et des couples. Jeudi dernier, j'ai rencontré une gynécologue, passionnante, et qui elle est venue vers moi parce que j'étais doula pour se renseigner, pour me dire: «Mais c'est super, je crois que tu es dans le secteur pas loin, on peut travailler ensemble, il y a plein de choses à faire», donc ça existe, mais pour moi, c'est vraiment, des cas assez rares et j'ai plutôt pour l'instant un accueil qui est très frileux. Après je j'en veux pas aux soignants parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un métier qui est méconnu, donc la première réaction quand on ne connaît pas, c'est d'avoir peur. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un travail, j'ai l'impression de prendre mon bâton de pèlerin, d'aller pousser les portes et de présenter notre métier et même si c'est pas toujours bien accueilli au départ, j'ai bon espoir qu'on finira par se familiariser et par se rassurer aussi. Là, juste récemment, la dernière expérience, c'est que moi, j'ai accompagné une naissance, dans une maternité, de notre secteur ici et ça s'est très, très bien passé. L'accouchement était magnifique, la sage-femme a pu faire son travail, était à sa place, je suis pas du tout je n'ai pas empiété sur son travail, j'étais à la mienne et en fait, on a bien travaillé en équipe pour accompagner cette maman. d'accord. Même si j'avais senti beaucoup de réticence à mon arrivée, elle me regardait vraiment un petit peu froidement et avec beaucoup de recul et j'ai appelé la cadre de santé de cette maternité en disant: «Bah, écoutez, voilà, j'ai accompagné cette naissance. Ça serait bien qu'on se rencontre. Je propose, juste un échange pour vous présenter un peu mon métier, qu'on puisse éviter d'avoir cette situation où la sage-femme se sent dans un premier temps pas à l'aise, qu'elle sache qui je suis moi ou une autre doula, peu importe». Et en fait, ça a été voilà, la porte a été fermée tout de suite en me disant: «Mais on n'a pas besoin de vous, l'accompagnement, il est fait par les sages-femmes». Mais quel dommage. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, ça, c'est une réalité et moi, je la vis, quotidiennement, mais j'ai bon espoir que les choses évoluent. Alors après vos perceptions, vos expériences sont différentes. Il faut rappeler qu'on n'est pas du tout sur les mêmes secteurs. Donc toi, Caroline, tu es sur, Ça y est. Créteil, région parisienne. Je pense, toi, tu es dans l'Eure, bien évidemment. Hem, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que les Parisiens sont toujours plus en avance et que à la campagne un peu moins, mais je pense quand même qu'il y a des esprits plus ouverts. Tu as certaines populations aussi, et à Créteil, il y a aussi des quartiers, où, tu vas avoir, plus de populations, peut-être que c'est pas tes clients, mais des populations étrangères où la doula est là et dans la culture. Donc c'est quelque chose qui est, plus facile, j'ai envie de dire. Tu fais peut-être plus partie du paysage, c'est plus normal que toi, Vanessa, qui est, ici en train de bousculer un petit peu les codes et pourtant,
Voilà, c'est mon avis, c'est pas forcément un jugement, mais quand on sait quel désert médical on a dans l'Eure, bah, je pense que justement nos personnels, soignants malheureusement sont un petit peu à bout de nerfs parce qu'ils sont débordés et s'ils pouvaient laisser cette petite partie de bien-être aux doulas, ça éviterait à des femmes en parcours déjà, ou à des couples en parcours très difficile psychologiquement d'être en plus malmenés, voilà, par le corps soignant. Donc vous nous avez parlé de cette belle formation et donc d'un projet qui était à faire, pour la formation et ce projet nous amène à votre association. Dites-nous tout. Comment vous avez eu l'idée? Parce que je suppose qu'il y avait plein de projets qui étaient faisables. Donc qui commence? Bah, je vais te laisser commencer parce que c'est un peu, vous qui avez un peu lancé ce projet finalement. Oui, alors on est 4 effectivement à avoir créé l'association, donc 4 personnes, de cette Est-ce qu'on formation. peut on peut nommer On les peut 2? faire un gros coucou à Julia et à Lauriane, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais qui sont, complètement partie prenante dans ce projet-là et dans cet asso. On mettra, je te coupe 2 minutes, de toute façon en lien, dans le descriptif, du podcast, je mettrai vos coordonnées, vos réseaux sociaux, et tout ce qu'il faut. Voilà. Dal Et du coup, bah, merci, Cécile. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que donc comme l'expliquait Caroline, on a un projet à développer, et on a essayé déjà de se rapprocher par thématique et sur quel thème on avait envie de travailler avant de savoir sur quelle forme. Et ce qui a émergé, c'est que dans un premier temps, Lauriane, avait envie de travailler autour de la PMA. Heu, Elle et moi, géographiquement, on était les plus proches parce qu'elle est sur Rouen. D'accord. Moi, j'avais envie de travailler sur, l'accompagnement, aux grossesses, pathologiques et ou prématurité peut-être, je savais pas encore trop. Donc on a commencé à brainstormer toutes les 2, à se demander quels sont les besoins des parents dans ces contextes-là. On s'est rendu compte que les besoins étaient un petit peu les mêmes, c'est-à-dire d'avoir un espace de parole, de partager peut-être avec des gens qui vivent des vécus similaires, d'être écoutés, d'être soutenus. Donc on s'est dit: «Bah, pourquoi pas finalement élargir et travailler sur, l'accompagnement au parcours de parentalité complexe». En gros, quand faire un bébé devient compliqué, que ce soit pour tomber enceinte ou que ce soit pour mener à terme cette grossesse ou pour, que cet enfant qui est né peut-être un peu trop tôt, bah, sorte de l'hôpital, survive et cetera. Quand on est dans ce contexte-là, finalement, c'est à tous ces gens-là qu'on a envie de s'adresser. Donc on a commencé à se dire qu'on allait travailler toutes les 2. Et puis moi, bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai été, impliquée un petit peu, auprès d'SOS Préma, qui est une très grosse association qui, accompagne, la prématurité. Et SOS Préma propose une super pochette, qui est remise aux parents quand les parents arrivent avec un bébé en service de réa néonat. On leur remet cette pochette et ça leur donne plein d'infos sur, la prématurité, la prise en charge du bébé et surtout ça leur permet de découvrir l'association qui propose, du soutien, que ce soit par une hotline ou, avec des bénévoles sur place. Donc, on s'est dit: «Ben, tiens, c'est inspirant, on pourrait peut-être partir de ça», mais nous, en rembobinant, en proposant cette pochette avant dans les centres, de périnatalité au niveau du Sécos, chez des sages-femmes, chez des gynécologues et cetera. Et puis, bah, il y a Caroline qui était, très intéressée par la PMA, qui est un sujet qui lui tenait à cœur, a voulu nous rejoindre à main. Voilà. Julia, pareil aussi, elle a aussi vécu la PMA. Donc elles nous ont rejoints et puis finalement on a étoffé le projet et puis d'un projet de créer peut-être juste une pochette, on en est arrivé à se dire: «Mais on pourrait faire des cercles de parole» et puis en fait plein de choses. Il pourrait y avoir des ateliers, des événements, et on pourrait avoir une communauté sur les réseaux sociaux pour soutenir aussi, en ligne, que les gens se rencontrent, virtuellement et cetera. Et bah, finalement on est arrivé à monter une association qui s'appelle Bum Paillettes. Si tu peux Alors, expliquer Bum ça faisait partie de mes questions et c'est pertinent parce que, j'ai cherché en préparant, ce podcast, un petit peu d'où venait le nom, donc je le sais, mais vous allez, et j'avais pas du tout pensé à ça et en plus je suis passée par un parcours de PMA, hein. Je pense Ah là là, les qu'on va attacher. bah, en fait, moi, je suis une vraie princesse et j'aime le rose et les paillettes, donc paillettes, c'était juste pour moi, mais des tu vas mettre des paillettes dans ma vie, je vais pas parodier, l'autre, mais voilà, donc vas-y explique et on peut en discuter après. Donc pourquoi Ben Paillettes? Bah, c'est vrai quand on a lancé l'association, on voulait, aussi, trouver un nom qui soit fun en fait, quelque chose de Complètement, peu, ça soit génial. qui sort du cadre, qui soit, ouais que les gens se sentent, à l'aise. Et Bump, bah, voilà, pour le ventre rond, ouais, qui représente toute cette partie, PMA, en fait. Et voilà, grossesse difficile, tous ces parcours-là. Et paillettes, voilà, pour, tout ce qui est, bah,
les gamètes, du côté, de monsieur parce que, bah, lui aussi fait partie du parcours. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle ça les paillettes aussi. Voilà, et j'avais pas pensé à ce côté paillettes. Tu parlais du sécos tout à l'heure, les gens savent peut-être pas ce que c'est qu'un sécos, hein, mais c'est un enfin, je peux le dire, mais tu peux le dire mieux que moi, mais c'est un centre de conservation, en fait, hein, pour les paillettes et les ovocytes et même les embryons, puisque moi, j'en ai déjà parlé, tu le sais, bon, je pensais qu'ils avaient été donnés, mais ils sont toujours congelés, les miens, de de celles Fait vivantes, bah, non, j'ai 45, tu vois? Donc là, en fait, tous les ans, on choisit, mais enfin, c'est assez compliqué de donner ces embryons. On a fait face à beaucoup de ça fait des années, hein, qu'on veut les donner et là, quand je croyais que c'était enfin fait, c'est toujours pas fait. Et ils demandent des tas de rendez-vous, des tas de signatures, c'est très, très compliqué. Nous, on a voulu les donner à un couple. Au final, ils sont revenus sur les règles de don et par rapport à certaines pathologies qu'on peut avoir, ça a été refusé. Donc là, on les donne à la science parce que, chacun fait comme il veut, mais moi, j'estime que si la science avait pas eu matière à s'exercer, je serais peut-être pas maman aujourd'hui. Mais là encore, c'est super, super compliqué. Alors je comprends que ça soit très compliqué quand on a, fait un parcours de PMA il y a 2 ans, il y a 3 ans, allez, peut-être même 10 ans. Moi, le mien, il date de plus de 20 ans. Je pense que, voilà, j'ai bien conscience des risques. Le risque que, si mes embryons avaient été donnés, le risque que, mon fils rencontre potentiellement, une sœur, heu, et fasse un enfant avec est inexistant parce qu'au bout de 20 ans, voilà, il y a plus donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, ça met quelques freins, en tout cas, dans le don, mais faites des dons quand même. C'était le petit message quand même, mais faites des dons de gamètes, si on peut dire ça, d'embryons et cetera, hein. Faites des dons d'ovocytes si vous pouvez le faire. C'est pas si compliqué et d'ailleurs, je crois que c'est en Espagne que ça se développe beaucoup, mais les femmes n'hésitent pas aujourd'hui, souvent elles mettent leur désir de parentalité un petit peu entre parenthèses pour favoriser la carrière et du coup ça se fait de conserver, pour un projet parental futur. Alors si vous le faites pour vous, bah, c'est la même procédure pour le faire pour quelqu'un d'autre, hein, donc c'était mon petit mot du jour. Ça, c'est de plus en plus en France, les mamans qui, au-delà passé un certain âge, commencent à se dire: «Voilà, on va conserver nos ovocytes, si jamais on trouve pas, un partenaire en tout cas, un ou une partenaire», donc ça se fait de plus en plus. Ça peut se comprendre, ça se fait La loi qui est passée en tout cas. et ça, c'est une question qui préoccupe que les femmes ou vous pensez que ça peut préoccuper un homme? Non, c'est cool. C'est des femmes, hein? Oui, les femmes, La date de péremption, ils la mettent. leur stock logique est pas la même et puis, les femmes, elles ont un stock d'ovocytes limité, alors que les gamètes, masculines ont pas ce problème. C'est quand même, tiens, il y a décidément beaucoup, beaucoup trop d'inégalités et d'injustices. On est parti sur, l'accompagnement proposé par l'association. Vous pouvez nous donner un petit peu quels sont, parce que je répète que l'association est très jeune, hein, qu'elle a environ 1 an, que vous commencez à vous faire connaître, que vous avez envie de faire, perdurer cette, association. C'est pas juste le projet de la formation, c'est un projet qui perdure avec vous 4. Et donc concrètement, quelles sont les actions que vous mettez en place ou les événements ou les ateliers? À qui ça s'adresse? Voilà, est-ce que vous avez un retour à nous faire? Je vous laisse la parole. Bah, comme on disait tout à l'heure, on a donc ces fameuses pochettes avec lesquelles on essaie d'aller dans tout ce qui est professionnels de santé pour qu'ils puissent juste, eux, détecter s'il y a des couples ou des familles qui ont des difficultés à communiquer ou à partager. Donc ces pochettes sont faites justement pour avoir un lien avec elles, D'accord. parce qu'à l'intérieur, tu vas y trouver un petit carnet avec un petit stylo qui va te permettre lors des rendez-vous de noter si tu as besoin de penser à des choses, ou D'accord. même, tes pensées, enfin vraiment voilà, c'est libre choix. Après, il y a une petite cocotte des émotions justement, on l'a créée aussi pour impliquer le coparent. C'est vrai que souvent le coparent est un peu mis de côté dans ces parcours donc voilà, pour pouvoir, bah, justement communiquer, entre eux, communiquer sur les émotions parce que des fois c'est pas facile de D'accord. les exprimer. Et on met également donc on explique que c'est une doula, et il y a également une partie où il y a un lien pour, tout ce qui est, cercle de parole. Donc voilà, on propose des cercles de parole. Alors pour le moment, on les propose en visio parce que pareil, on est une association donc tout ce qui est lieu souvent, bah, on nous demande,
de payer les salles et cetera. Donc au moins à sauver pas ce évident. côté visio. Bah, surtout si en plus vous êtes sur des secteurs géographiques différents, c'est, compliqué. Après la visio, ça alors je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, mais ça a quand même un avantage. Vous pouvez faire ça tranquillement le soir, chez soi, enfin voilà, trouver un moment où on est tout seul, ça peut quand même, je trouve moi, être bien dans un premier temps. Donc voilà, c'est le bon compromis pour le Que secteur 4, différent. ouais, comme on est que 4 aussi à le faire et pour le moment, voilà, on est principalement nous 2 à proposer pour le moment des cercles, donc ça va s'étoffer. Après voilà, on peut, aussi faire, intervenir des personnes de l'extérieur si elles veulent rejoindre l'association bénévolement aussi pour, voilà, proposer des cercles supplémentaires. Donc On en avait parlé avec Vanessa éventuellement, puisque j'avais dit que j'étais prête à partager mon parcours, enfin une partie de mon parcours, qu'on trouve aussi dans un de mes livres. Je ne lis plus en même temps, mais parce que je pense que tous les parcours sont différents et peuvent apporter quelque chose. mmh Donc les cercles de parole, c'est vous les animez chacune de votre côté avec votre propre, patientèle, si j'ai le droit de l'appeler comme ça, même si clientèle, on va dire. Et vous en animez pas toutes les 2 en même temps, d'accord. C'est pour certainement proposer un panel d'horaires différentes en fonction de chacun qui à laquelle, ils sont disponibles en tout cas. D'accord. Ouais. Ce qui fait qu'il pourrait très bien y avoir, quelqu'un du secteur d'Évreux qui s'inscrit à un cercle en ligne et en fait la date que la personne a choisie et ben, ce sera un cercle, animé par Caroline ou par, Lauriane. Voilà. D'accord. Donc Et les thèmes, est-ce qu'il y a vraiment un thème déjà sur un cercle de parole plus qu'un autre? Comment ça se passe? Est-ce que vous dirigez bon, vous dirigez, je suppose, la chose, mais est-ce que ça part, un peu dans tous les sens comme moi parfois? Est-ce que c'est vraiment, bah, aujourd'hui c'est la PMA et c'est que la PMA et on parle pas de la prématurité? Comment ça se passe? c'est bien ça. alors, le cercle de parole, il part pas dans tous les sens parce qu'en tout cas dans sa forme, il est assez protocolaire. C'est des rendez-vous qui durent à peu près 2 heures et demie. C'est limité en termes de nombre de places, donc c'est, 6 à 8 inscriptions maximum, sachant qu'on peut s'inscrire pour venir en couple parce que comme vous l'avez compris, Bonne Paillette, on veut vraiment soutenir le couple et permettre aussi, au couple de traverser ces épreuves ensemble et pas que ça crée, des complications supplémentaires. Du coup, chaque personne va livrer son témoignage à tour de rôle dans un temps limité et nous, on va être là simplement pour, faciliter en fait la parole et bien la distribuer, un peu être garant du temps et puis, accueillir, sachant que dans un cercle de parole, il y a pas de débat. On n'est pas dans une discussion à bâton rompu, c'est chacun va partager son vécu. Quand il aura fini, ça sera la personne suivante et on ne va pas, débattre ou intervenir. On ne coupe pas la parole et après, il y a pas matière à discuter, sauf si les gens après ont envie de se retrouver, de s'échanger leurs contacts et de garder le lien. Ensuite, ils pourront en parler si chacun est d'accord. Mais sinon, c'est vraiment comme ça que ça se passe et en termes de thématiques, on a fait plusieurs tests parce que, comme tu disais, on est une jeune asso. Au voilà, au départ, on s'était dit: «On va plutôt faire des cercles PMA et puis des cercles, complications de la grossesse, voire plus tard des cercles deuil périnatal et cetera, pour ne pas, confronter des publics qui sont différents à des situations qui peuvent peut-être, avoir une dimension un peu malaisante. Mmh. Ça a pas trop pris comme ça et du coup, on s'est dit: «Bon, bah, on va simplement ouvrir, les cercles sur, la thématique, des complications, de la grossesse». On est plutôt sur le thème, comme j'ai dit tout à l'heure, quand faire un bébé devient compliqué et là-dedans, on peut y mettre, plein de choses. Parcours différent. Mais voilà, on peut tout à fait se dire, bah, telle date, on a une demande et on va travailler avec tel autre partenaire qui aimerait plutôt qu'on fasse quelque chose sur la PMA et dans ce cas-là, on fera quelque chose sur la PMA. Hem, Vous vous adaptez, ça peut voilà, être un donc petit peu, un tout. Après, quand tu parlais du deuil, il y a plein de choses aussi dans un deuil, hein. Le deuil d'une maternité qui va pas au bout, le deuil d'un enfant qu'on a perdu, le deuil pendant une grossesse, le deuil après l'accouchement et cetera. Effectivement, je sais pas si c'est facile de tout joindre entre celui qui a son désir d'enfant qui vient d'arriver et puis celui qui est confronté à la perte ou à la fin j'ai envie de dire à la fin des droits parce que c'est ça, c'est horrible, à la fin de droits de nombre de FIV par exemple ou d'ICSI, c'est toujours limité, parce que moi c'était limité mais bon ça fait plus de 20 ans donc je pense que c'est toujours limité. Et ça, c'est quelque chose de terrible quand vous arrivez près de la date, d'échéance en vous disant: «Bah, aujourd'hui, j'ai plus le droit». Quelque part, vous avez toujours le droit, faut payer après, mais à quel prix?
comment on fait, en fait? Donc effectivement, c'est peut-être pas forcément toujours facile pour les cercles de parole, mais est-ce que vous avez beaucoup de demandes concernant le deuil? Pour l'instant, non. Et puis c'est pas forcément, en fait, les toutes les personnes qui se sentiraient concernées par ce qu'on propose et qui auraient envie de rejoindre, nos cercles de parole sont les bienvenus. Donc le deuil est plus dans ce cadre-là. Si tu te sens concerné, que tu as envie de venir, évidemment, tu es la bienvenue ou le bienvenu. En revanche, il y a des associations qui sont, spécialistes du deuil périnatal ou du deuil parental et qui Donc sont très connues, qui font, un super soutien. Donc c'est dans dans ces ces cas-là, je là, voilà, je on va l'encourage. renvoyer vers des associations comme Petite Émilie, Agapa, Le Point Rose si on est sur du deuil parental d'un enfant plus grand. Mais si quelqu'un veut venir nous parler du deuil qui va plutôt être un deuil vraiment périnatal, notamment, tout ce qu'on peut, entendre par là, voilà, oui, la PMA ou un deuil, lié à la perte d'une grossesse, les fameuses fausses couches que nous on aime plutôt appeler une grossesse, avec un arrêt inattendu. Ou l'IMG par exemple, voilà quelqu'un qui devrait interrompre une grossesse qui a été voulue, qui parfois en plus est passé par la PMA, mais parce que la C'est violent, hein. voilà et tout ça, je pense que ça aura sa place chez nous, mais ça pourrait aussi C'est ce que je pensais, mais voilà, je voulais t'emmener effectivement à dire ça, c'est-à-dire que traiter, voilà, plus le deuil au niveau de ce parcours, qui est compliqué et ça existe et c'est pas vraiment, enfin, je sais pas comment c'est géré aujourd'hui. Moi, à l'époque, la première fois, j'ai dû gérer un deuil et d'ailleurs, quand j'ai écrit le mot «deuil» dans mon livre, puisque je raconte, même si c'est un roman, je raconte quand même, une partie de mon parcours, et je me suis retrouvée face à mes parents qui n'ont pas compris quand j'ai employé le mot «deuil». C'est-à-dire qu'à ma première ICSI, quand, ils sont venus me voir et que j'attendais, le score, on peut dire ça comme ça, le nombre d'embryons, on m'a dit 0, parce que, il y avait pas d'ovocytes, il y avait que des kystes et ça, c'était, je t'en avais parlé Vanessa, mais c'est quelque chose, dont on m'avait jamais parlé, auquel j'étais pas prête et là, c'était vraiment un deuil de grossesse et voilà, mes parents m'ont dit: «Deuil, c'est peut-être, un peu fort comme mot» et puis des amis qui ont vécu le parcours, m'ont dit: «Il y aura jamais un mot aussi fort que ça». Donc c'est vraiment, ouais, c'est oui, ça n'avait pas commencé, mais les espoirs étaient là et c'est compliqué et puis après, quand il y a la grossesse, alors moi je l'ai vécu différemment, j'ai une réimplantation de 2 embryons. J'en ai perdu un, mais je l'ai perdu très, très vite. Parce qu'en fait, ma grossesse a été tellement compliquée, j'ai tellement saigné, et été alitée que très vite j'ai été, il y a une échographie et très vite on a vu qu'il n'y en avait plus qu'un. Donc ça, je l'ai pas vécu comme un deuil parce que je l'ai pas senti partir en fait, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Par contre, après j'ai fait une fausse couche et là, c'était compliqué à gérer parce que ma première grossesse, l'embryon était top, mais il se décollait, donc ce qui explique, les nombreux saignements et les 6 mois alités. Et cette, fausse couche, il y avait rien dans l'œuf, mais il était très accroché et là, c'est pareil. Est-ce que vous accompagnez des femmes qui font, une fausse couche? Moi, je sais que j'ai pris un cacheton et puis qu'on m'a dit de rentrer chez moi. Ça a été hyper, hyper douloureux, mais que 48 heures après, c'en était tellement douloureux que je suis retournée aux urgences et qu'en fait, rien n'était évacué. Il a fallu un deuxième cachet et encore une fois, je suis rentrée chez moi et là, j'étais toute seule. Mais toute seule face, alors vous allez me dire la nature elle est quand même, pas très cool parce que le premier il y a un embryon, il veut pas tenir et là, il y a rien mais en fait ça tient. Ça, est-ce que vous accompagnez? Est-ce que, il pourrait y avoir, enfin je trouve que ça manque vraiment d'accompagnement sur, la fausse couche ou alors comment tu as dit? À la place de fausse couche? L'arrêt spontané de Un grossesse. arrêt spontané de grossesse, Mmh. c'est tellement dur de se retrouver avec un cachet à prendre, et psychologiquement et même pour quelqu'un qui doit faire un avortement parce que c'est pas le moment, parce que c'était pas désiré, parce que enfin, il y a plein de conditions et là-dessus, il y a aucun jugement. Là, je parle pas de l'IMG, hein, je parle vraiment de l'IVG. Vous proposez un accompagnement pour ça? Mmh, bien sûr. Donc là, je pense qu'il faut Alors moi, je pense que les ouais. parents sont totalement, en tout cas dans ce qu'on propose et oui, on accompagne ces femmes-là parce que même si c'est un choix, c'est dur c'est dur comme choix à faire donc forcément, C'est très, très dur et les soignants, encore une fois, ne prennent pas le temps ou n'ont pas le temps parce qu'on ne peut pas toujours leur jeter la pierre non plus. alors on a même Non, non, non. proposé un accompagnement psychologique. Après tous les hôpitaux le font pas malheureusement, qui sont pas de psychologues, sur place, en fait. Donc en gros, tu c'est soit tu décides de te faire suivre ou de te faire accompagner ou soit,
Voilà, c'est Mais encore faut-il le savoir. C'est pour ça que je pose aussi toutes ces questions parce que, si on dit doula et que maintenant on sait ce que c'est, qu'on comprend ce que c'est et qu'on l'associe à un parcours de natalité, du coup, on se dit: «Bah mince, si je le perds, est-ce que, mon parcours est encore, en cours?» Tout à fait. Nous, on va être là, pour tous les moments où la femme, elle a besoin. Et en fait, le deuil périnatal, qu'on parle, d'une décision, d'un choix comme dans une IVG, pour quelque raison que ce soit, qu'on parle d'une IMG, qu'on parle d'un bébé qui décède à la naissance, bah, quel que soit, ce qui amène à ce deuil-là, nous, on sera là et j'irai même plus loin, on sera même là dans le cas d'un non-désir de maternité. Je m'explique, en fait, il y a des femmes pour qui c'est une pression sociale de concevoir et de faire un enfant parce que c'est le bon timing, parce qu'elle est en couple et que la société attend d'elle qu'elle fasse un enfant. Mais c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est obligé d'avoir cette envie. Ou en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui s'autorisent à se questionner et qui ne savent pas encore si leur choix sera d'être mère ou pas. Et ça, c'est quelque chose que nous, on peut accompagner. D'ailleurs, c'est une des premières demandes que j'ai eues en tant que doula. C'est une personne qui m'a tout de suite, est venue me voir en me disant: «Bah, moi, je suis dans cette configuration-là. Est-ce que tu peux m'accompagner? Parce que, bah, du coup, tu accompagnes la maternité». Et bien sûr, Ah, c'est génial, j'aurais pas pensé, tu vois? j'ai trouvé ça génial. Ouais, c'est Et dans mon entourage aussi, j'ai une jeune femme qui est pas du tout intéressée par, la parentalité, la maternité et cetera. Et qui, spontanément est venue vers moi et lors d'une soirée et ça a duré 2 heures parce qu'en fait, elle avait besoin de déposer et d'avancer dans son cheminement sans que quelqu'un lui dise: «Ah oui, mais quand même tu regretteras quand tu seras vieille, tu auras personne à s'occuper de toi» ou, très «Bah oui, bah tout ce que tu fais aujourd'hui avec un enfant, tu pourras plus». Enfin voilà, sans lui mettre d'injonction, quelqu'un juste qui l'écoute, qui lui donne les informations factuelles qu'elle avait besoin d'avoir sur sa fertilité, comment je peux contrôler ma fertilité, peut-être même la sauvegarder comme on évoquait tout à l'heure. Mmh. Et peut-être que qu'un jour je viens vie et moi j'aurai cette possibilité. On va vraiment être là, nous, pour tous les besoins de la femme. C'est vraiment notre boulot, c'est la femme, l'écoute et le non-jugement et le non-jugement et la périnatalité, c'est la toile de fond. Ouais, voilà. Donc c'est génial. En fait, c'est un panel, un éventail, très, très large de services, même si le mot est pas beau et j'ai envie de dire plutôt d'écoute et d'accompagnement et en gros, si on se pose une question, on vous contacte et puis après vous dites: «Oui, ça je fais» ou «Ça je fais pas» parce qu'il y a tellement de choses dans ce que vous proposez. J'ai vraiment l'impression que c'est aussi un petit peu à la carte, hein, en fonction de la personne et c'est du sur mesure en fonction de ce que veut la personne. Donc ça mérite vraiment d'être connu. Donc partagez le podcast, partagez le métier de doula, partagez, les réseaux sociaux que je vais vous mettre en lien parce que vraiment c'est un beau métier et il faut, en parler. Alors, pour vous, l'association, je sais qu'elle est jeune. Est-ce que vous pouvez quand même essayer de me dire aujourd'hui, si vous avez des projets, futurs? Parce que bon, on avait demandé, j'avais préparé un petit peu les questions. Le regard de la société et des institutions, on a déjà un petit peu dit que c'était, voilà, que c'était, compliqué. Est-ce que là, vous êtes confrontés dans le parcours associatif à des défis? Si oui, quels sont-ils? Et quels sont vos projets futurs pour développer votre asso? Et comment on peut vous aider? bah, le défi aussi, ça serait aussi de pouvoir, s'introduire dans le milieu médical, pour pouvoir justement proposer ces fameuses pochettes. Et donc là, on peut faire un appel peut-être si jamais on a, des sages-femmes, des infirmières, enfin n'importe quelle personne en fait qui travaille, Et c'est cool, voilà, on est tous des parce que je me dis que si ça rentre de l'intérieur, si ça vient d'une personne qui exerce une de ces professions, il suffit d'une petite parole pour qu'il y ait un effet boule de neige avéré, hein, donc on encourage, Voilà. tous ces gens à Même, voilà, même s'il y a des ostéopathes qui nous écoutent, toutes les professions qui sont amenées à accompagner les femmes dans ces moments-là, ouais, c'est ça. médecine douce, vous n'hésitez pas à venir vers nous, on peut vous fournir des pochettes gratuitement et vous pouvez les remettre du coup aux couples ou aux femmes que vous accompagnez pour lesquelles vous vous dites: «Bah là, moi je sens qu'émotionnellement c'est difficile, il y aurait besoin d'un accompagnement de plus que ce que moi je peux offrir dans ce que je fais déjà» et dans ces cas-là, les envoyer vers nous par ce biais-là.
D'accord, ouais, ça peut être vraiment un accompagnement donc avec quasiment enfin, j'ai envie de dire quasiment tous les professionnels de santé. Il suffit d'en parler, si chaque personne en parlait un petit peu autour de soi parce que ça peut être, Une amie un qui connaît un exactement, ça peut être un médecin, ça peut être un psy, ça peut être, voilà, qui vous disent à un moment donné, il y a un désir bien particulier, il y a des gens qui sont formés pour ça, même encore une fois, si on n'est plus justement dans la partie, médicale, mais au contraire, on arrive dans une phase d'écoute qui est très, très importante. en sachant que je voulais rajouter aussi, voilà, on est dans cette phase d'écoute, donc voilà, il y a des personnes qui ont juste besoin, voilà, de déballer ce qu'elles ont sur le cœur, ce qu'elles ont envie. Sauf que nous, on a été aussi formés à détecter si justement il y a besoin de plus, donc d'un psychologue, d'une thérapie. Donc nous, on va les orienter leur disant: «Ben voilà, je pense que ça serait bien pour toi d'aller voir peut-être quelqu'un». D'accord, quand ils sentaient qu'il y a un traumatisme qui est trop c'est drôle ça, ouais, bien sûr. Ça, c'est important aussi, se munir de Oui, donc vous faites, on va dire, la balle peut rebondir en fait, quelqu'un peut vous envoyer quelqu'un pour un accompagnement, mais vous après vous si vous sentez, qu'il y a une détresse, une trop grosse fragilité, vous n'allez pas hésiter à renvoyer. Exactement. En fait, notre défi aujourd'hui, c'est de faire rencontrer le besoin, avec notre proposition, la proposition de Bonne Paillette qui est d'aider et on sait que des besoins, il y en a. Comme tu l'as dit tout à l'heure, quand moi je t'ai présenté mon métier, que je l'ai présenté à l'association, tout le monde a dit: «Ah, j'aurais aimé connaître une doula». Puis quand on commence à parler, des personnes qui ont vécu une PMA, qui ont vécu une grossesse compliquée, un diabète gestationnel, une prééclampsie, une IVG et cetera, il y en a plein et en fait, c'est de permettre à ces personnes-là de nous trouver, en fait. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est là, qu'on est ravis de ton invitation, qu'on est présente sur les réseaux sociaux, qu'on commence aussi à monter des partenariats, à aller sur des salons, à proposer des conférences. Là, cet après-midi, nous on rencontre une autre association, pour le coup nationale, qui vient en aide, dans la parentalité aux parents, pour les sortir de l'isolement et l'idée, c'est peut-être qu'ensemble, on monte un atelier, qu'on récupère aussi un peu de visibilité comme ça, avec les gens qui ont besoin spécifiquement d'aller, déposer sur, la PMA, sur, tout ce qu'on vient d'évoquer, ben, puissent, s'inscrire à un de nos cercles. Ce que disait Caro tout à l'heure, c'est qu'on a cette difficulté des salles, mais on a fait des cercles, dans des lieux physiques. Ça va revenir aussi parce qu'on a, localement aussi, selon les lieux, des partenaires qui nous ont tendu aussi la main. Donc là, potentiellement, sur Rouen, on aura bientôt des cercles en présentiel, peut-être à Évreux. Sur, Créteil, on a aussi des possibilités. Bah, je vais me permettre une question, l'association est immatriculée à quel endroit? Quelle est l'adresse? Enfin, quelle est l'adresse de l'asso, la ville? Malonnas, Malonnet, dans le C'est où ça? 73. 76, d'accord. Donc parce que ça, c'est un endroit où vous avez forcément des salles s'ils en ont. C'est Exactement. une commune, quand vous êtes une association dans une commune, vous avez le droit plusieurs fois dans l'année à la salle des fêtes de la commune ou à des salles associatives s'il y en a. Et toi, tu le vois, Vanessa, puisque tu, fais partie d'Elle au pluriel et nous, on est immatriculés sur Évreux et c'est vrai qu'on a droit aux salles associatives et ça change tout. Car il y a un calendrier, il faut avoir 2 ou 3 mois de prévision d'avance. Ça, c'est pas un problème, mais c'est chouette quoi d'avoir une maison de quartier à disposition. Ça permet de regrouper tout le monde et c'est vrai que ça, c'est pas mal donc voir avec le lieu de votre asso si c'est le plus pertinent ou pas et puis après effectivement, essayer de faire des partenariats avec d'autres associations pour bénéficier des lieux qu'eux pourraient avoir. C'est une super idée. Il y a quelque chose, dont on n'a absolument pas parlé. Hem, est-ce qu'on peut parler du coût d'une doula? De combien ça coûte? Parce qu'il y a plein de gens qui vont être freinés et qui vont pas oser aller vers quelqu'un. Alors, en France, l'argent, c'est tabou. Moi, j'ai aucun mal à parler d'argent, d'accord? Si la question vous gêne, on botte en touche, mais de toute façon, vos clients, à un moment donné, ils vont vous demander vos tarifs. Voilà, même si on est sur un ordre de prix, combien ça coûte de faire appel à vos services? Bah, je dirais une fourchette entre 60 et 100 €. Pour combien de temps ou de 1 heure et demie, 2 heures, d'écoute, d'accompagnement. Donc souvent c'est à domicile. d'accord. Bien, aller à domicile. Donc voilà. Donc on sait que ça a un coût. Après c'est vrai que c'est pas physique. Enfin, c'est vrai que comme tu dis, en France, on a beaucoup de mal avec ce côté mettre de l'argent dans l'émotionnel,
pour nous, ça passe souvent. Un ostéopathe, c'est 65 €, hein. Une psychologue, c'est pareil, hein, 65 € pour 1 heure, Heure et demie ah ouais, pour pouvoir donc non, non, après ça, c'est vraiment pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs. Vanessa, au niveau des fourchettes de prix, tu te Oui, à peu près. Alors bon, du coup, ça va être un peu moins parce qu'on est sur Paris. Donc moi, je suis, sur 80 € l'heure et demie. Donc ici, en général, les doulas vont pas aller jusqu'à 100 € le rendez-vous. Mais c'est vrai que Caroline, elle est sur un marché qui est différent. Donc ici, oui, une doula, ça va être, je pense, entre 65 et 80 € le rendez-vous d'1 heure et demie à 2 heures. Et en plus, c'est un rendez-vous où, en fait, on n'a pas dit, mais chaque doula a aussi ses outils auxquels elle s'est formée, en plus de son écoute et tout ça. Donc, il peut y avoir dans ce rendez-vous du rebozo, il peut y avoir de l'hypnose périnatale, il peut y avoir de la sophrologie, du massage, enfin ça dépend aussi des pratiques de la doula. le rebozo, tu peux dire ce que c'est? Le rebozo, c'est un massage avec des grands tissus, des châles, qui sont originaires du Mexique et ça permet l'enveloppement, le bercement, donc ça vient dénouer des tensions, ça vient apporter de la légèreté pendant la grossesse, surtout en fin de grossesse. Et puis ce qui est très connu, plus connu en tout cas sur le rebozo, c'est en fin de, serrage de bassin. voilà, après la naissance. En postpartum, c'est le serrage de bassin et voilà, il y a aussi donc ça peut aller d'un petit soin, d'une demi-heure, quand on est avec une femme qui a un besoin lors de notre rendez-vous, à un rendez-vous qui est dédié à un soin d'1 heure, à, ce qu'on va appeler le soin rituel rebozo, qui se pratique à 2 praticiennes et pour le coup qui est beaucoup plus long, ça dure 3 heures. Il y a 2 doulas ou 2 personnes qui pratiquent le rebozo, parce que ça peut être aussi, une ostéopathe, Ouais. voilà. Et ça a un coût qui est plus important parce qu'en général sur un rituel rebozo, on va plutôt être entre 250 350 € selon, le secteur, géographique, selon le lieu, D'accord, que c'est important, et je le connais et forcément, voilà. Et pendant qu'on est sur la partie financière, nous, on parlait de Bumpayette, l'association. C'est une association pour laquelle on a voulu avoir tout, gratuit puisque, l'idée, c'est de pouvoir, aussi accompagner, même si c'est très ponctuel dans le cadre d'un cercle de parole, mais des gens qui n'auraient pas forcément accès à la possibilité de se payer une doula ou de se payer un accompagnement, comment ils puissent bénéficier de ça sur ce temps-là. Donc, la vocation de l'association, c'est de continuer à faire son accompagnement gratuit. D'accord, donc celui qui veut participer à un cercle, C'est il ne paye pas. c'est gratuit, je ne le paye pas. Vraiment, Bumpayette, pour l'instant, en tout cas, ouais, on arrive à maintenir, tout en 100 % gratuit. Et par contre, pour nous soutenir, parce qu'on a besoin d'argent. Et là, je ne peux pas, vivre, voilà. Et si on veut que l'asso, elle se développe, qu'on puisse produire des pochettes aussi, parce que les pochettes ont un coût. Info. Heu, on peut adhérer à l'association. C'est une adhésion, de 15 € pour 1 an. D'accord. On peut aussi faire un don, pour soutenir, la production d'autres pochettes, par exemple, sachant qu'à toute adhésion, on offre une pochette. Donc soit la personne qui adhère, elle adhère parce qu'elle en a besoin et donc on lui envoie sa pochette ou on lui donne. Soit la personne adhère parce qu'elle veut nous soutenir et qu'elle trouve que c'est important. Donc elle peut prendre la pochette et l'offrir à quelqu'un de son entourage qui en aurait besoin ou elle peut la laisser comme une pochette suspendue, comme le principe du café suspendu. Ce qui nous permet d'avoir de l'avance sur la production de pochettes et de l'offrir gratuitement à quelqu'un qui en aurait besoin. Et quand on parlait des pochettes données aux professionnels de santé, pour le coup, c'est l'asso qui les finance et ils sont remis à des personnes qui en ont besoin. D'accord. Voilà, Donc il y on a n'oublie pas que si on fait, normalement, donc si on fait un don à votre association, on a un reçu et donc ça nous permet de défiscaliser, une partie du don, en fait, donc ne faut pas hésiter, non plus, à donner. Moitié remboursé. Oui, c'est Ouais. ça, donc faut pas hésiter à vous soutenir, surtout si ce que vous proposez, c'est gratuit. C'est important d'aller chercher des financements, des sponsors, on va dire, des choses comme ça, parce qu'une association, ça a des coûts, tu as expliqué, mais ça a aussi un coût, tout simplement, un compte, bancaire, une assurance, enfin voilà, des choses à payer. Donc on encourage tout le monde à vous soutenir. Encore une fois, je vais mettre tous les liens, d'infos sur le podcast. On vous suit toutes les 2 pour, sur vos réseaux sociaux différents. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Oui, parce qu'en plus, nous, on fait ça bénévolement. Bien sûr, on n'est pas non plus, payés, donc voilà, on recherche aussi d'autres bénévoles si elles veulent bien aussi nous rejoindre, Alors des doulas, rempli du coup? pas Ou pas forcément des forcément? doulas, voilà, des gens qui ont ce souhait de vouloir accompagner les familles et qui
qui a envie de participer à l'association, c'est avec grand plaisir. D'accord, alors plus dans quel cadre? Dans le cadre d'un cercle de parole pour écouter? Alors, pas salle de parole, mais voilà, sur des salles Comment dans ah oui, sur salles, ouais, ou enfin, après, même pour des salles de parole, hein, où elles peuvent être formées et puis, accompagnées, sur d'autres justement d'autres secteurs. C'est aussi ça le but, avoir des bénévoles un petit peu partout en France. C'est aussi un genre de relais en fait, ce qui serait, pouvoir, voilà, proposer en tout cas que notre association puisse être, nationale. Donc, plus il y aura de bénévoles et en tout cas, un peu de tout et mieux ce sera en fait. Bon, bah, nous, on en parle de toute façon, on suit déjà les comptes au niveau de notre association Elle au pluriel, qui est déjà une porte sur environ 60 portraits de femmes. Donc, vous voyez toujours que derrière une femme se cachent 10 femmes, donc ça multiplie les opportunités. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes de Elle au pluriel qui nous écoutent, donc partagez, partagez et partagez encore. Voilà, non mais semer des graines, c'est génial, ça va parfaitement en plus avec l'asso. Mais voilà, avez-vous autre chose à ajouter? Heu, bah, non, en soi, je pense qu'on a On a fait le tour un petit Si. peu de votre fabuleux métier? Ouais, Non, non, bah, merci en tout cas de nous avoir, bah, c'est avec soutenus plaisir. plus. Avec plaisir, c'était pas si simple, on a décalé plusieurs fois pour raisons personnelles, donc le temps de trouver tout le monde, en plus tu viens de Créteil, c'est pas tout près. Remarque, Auteuil-Autouillet, c'est pas tout près non plus, même si je connais bien, ouais, c'est 45 minutes quand même, donc voilà, donc c'était avec plaisir. Je vous tiens informé donc, pour la suite. N'hésitez pas donc, au niveau des liens à aller cliquer sur les réseaux sociaux de chacune, à partager, à mettre des commentaires et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à aller le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt. Merci. Au Merci. revoir les filles. Au revoir Cécile, merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Innovart Business. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que tu as trouvé de l'inspiration et des idées utiles pour appliquer la multipotentialité dans ton quotidien entrepreneurial. N'oublie pas, la diversité de tes talents, c'est une force, pas une faiblesse. Reste connecté pour de nouvelles histoires, de nouveaux conseils, des discussions passionnantes dans notre prochain épisode. D'ici là, continue à explorer, créer et innover. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt.